comme ça c'est fait. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, bonjour Catherine, Jean, Théodore. Bonjour. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Sonia. Bonjour tout le monde. Bonjour Chris, Graciela, Ken, Pierre, Rebecca. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est bien. Voilà. On profite qu'il n'y a pas encore trop de monde pour dire les noms. Bien sûr. Ça va, tout le monde va bien? Oui. Bien au frais avec la climatisation, j'espère. Ah oui. Ah oui. Alors, donc il est 18h, 6h à Philadelphie. Est-ce qu'il y en a qui sont sur un autre fuseau horaire? Est-ce qu'il y en a qui nous suivent depuis la France ou d'autres pays? Non? Ok, très bien. Donc, on va attendre quelques minutes que les autres participants arrivent. Et on va commencer, je pense, d'ici 3 minutes. Ça va, Eric? Absolument, oui, merci. Donc, si vous voulez discuter entre vous en attendant, n'hésitez pas, hein, ne soyez pas timide. Voilà. Alors, Eric, vous avez un nouveau décor derrière vous, votre tableau si iconique. Ah non, mais oui, mon tableau a disparu puisque oui, j'ai déménagé. Je ne suis plus à Philadelphie, mais à Haverford. Donc, voilà, c'est un autre décor, voilà, un peu plus bucolique peut-être. Enfin, pas le décor derrière moi, mais le décor autour de moi. Un peu plus vert peut-être. Alors, vous n'êtes plus philadelphien? Non, nous sommes partis, ça va faire à peu près… Philadelphie, non? Ça va faire un mois, voilà, oui. Ah! Mais bon, nous, c'est très près, donc nous Oui, c'est très souvent. près, en effet. Voilà, donc c'est très facile, c'est très pratique. Ce n'est pas trop loin. Non, absolument pas. Je crois que vous êtes même voisin avec l'une de nos professeurs qui habite tout près. Ah, oui. C'est possible, oui, sans doute. Il y a pas mal de francophiles, en tout cas, sur la main line. Vous habitez près de la gare? Près de la gare de Wynwood? Non, tout près de la gare de Haverford, donc sur la gare de Haverford, excusez-moi. Montgomery Avenue. Ah, bah, c'est pratique, oui, c'est bien, en effet, oui. Oui. Nous avons habité Ardmore pendant 11 ans. Alors, ah oui, bien sûr, oui. C'était pratique, oui. C'est parfait, tout à fait. Ok, alors bon, normalement, on devrait être une trentaine ce soir. Il y en a peut-être qui seront en retard, donc je les ferai rentrer. Je vais mettre Eric en spotlight pour tout le monde, comme ça vous le verrez en gros plan pendant qu'il parle. Est-ce que tout le monde peut voir? C'est bon? Oui. Ok, super. Encore une fois, merci, merci à toutes et merci à tous pour votre participation à cet événement. Donc, Eric, vous nous avez manqué en juin, mais vous aviez des obligations. Voilà. Donc, vous êtes avec nous aujourd'hui, le 20 juillet. Vous serez encore avec nous le 24 août pour nous parler de Claude Debussy. Oh, c'est ça, c'est bien. Ce soir, hommage à Georges Bizet et sa vie qui semble passionnante. Donc, pour ceux qui découvrent le programme Parlons Histoire, donc c'est un programme mensuel qui est exclusivement en français et qui est toujours présenté par Eric Simonis, qui présente également des programmes d'histoire littéraire dans une association qui s'appelle l'Athénéum de Philadelphie. À Philadelphie, pour l'Alliance française, on ne s'est pas encore rencontrés en personne, mais les programmes virtuels ont commencé il y a déjà 10 mois, avec une série sur la gastronomie française. Et depuis
3 mois maintenant cette série sur les compositeurs français. Donc, à tout le monde, merci de participer au programme de la langue française. Le programme va durer environ 50 minutes et à l'issue de la présentation, on vous proposera de prendre la parole, de poser des questions. Pendant le programme, on vous demandera de rester silencieux pour que M. Simonis puisse présenter de façon confortable sa présentation sur M. Georges Bizet. Merci à tout le monde. Eric, je vous donne la parole et à tout le monde, on se parle plus tard. Merci beaucoup Sonia. Bienvenue à toutes et à tous, bien sûr. Alors aujourd'hui, comme l'a dit Sonia, nous allons parler de Georges Bizet, qui est un compositeur majeur de la période romantique française. Alors, il est né le 25 octobre 1838 à Paris et il sera enfant unique. Alors, à sa naissance, les parents vont l'inscrire sur les registres municipaux sous les prénoms d'Alexandre, César, Léopold. Mais nous le verrons, ils vont se raviser le jour de son baptême et ils l'appelleront Georges. Alors, son père, Adolphe, est d'origine normande. C'est un ancien prêtre. Il quitte la soutane sous la Révolution française en 1793, je crois. Et il se fait alors coiffeur et perruquier. Mais il a aussi des aspirations lyriques. Et en 1837, un an avant la naissance de son fils Georges, Adolphe se reconvertit dans l'enseignement du chant. Alors, quant à la mère du petit Georges, Aimée Delsart, c'est une pianiste talentueuse issue d'un milieu plus aisé que celui de son mari. Et c'est Aimée qui va enseigner les bases du piano à son fils dès l'âge de 4 ans. Mais il n'y a pas que les parents de Georges qui s'adonnent à la musique. L'oncle de Georges, François Delsart, est ténor à l'Opéra-Comique de Paris. Mais hélas, il perd rapidement la voix et il se convertit dans l'enseignement du chant. Il va alors devenir le père d'une pédagogie novatrice, le delsartisme. Alors, le delsartisme associe la voix au geste. C'est une théorie de l'expression fondée sur le principe d'une correspondance entre le mouvement et l'émotion vocale. Donc le chant ne se limite plus à sa seule expression vocale, sonore, mais est associé à une véritable gestuelle. Et c'est une révolution, car à l'époque, les chanteurs étaient très statiques. Pour Delsart, le mouvement devient donc un élément fondamental du chant. Alors Bizet sera très influencé par les théories de son oncle et nous le verrons, cherchera à les mettre en œuvre, particulièrement dans son opéra Carmen. Alors les enseignements de Delsart font le tour de l'Europe. Le dramaturge américain Steve Mackay deviendra d'ailleurs l'élève puis le disciple de Delsart et il propagera ses théories aux États-Unis. À tel point que les spécialistes nous apprennent que Delsart est le père de la danse moderne. Alors, outre ses qualités de pédagogue et de théoricien, Delsart est aussi un expert du compositeur d'opéra bavarois Christoph Gluck. Et Gluck, comme vous le savez peut-être, était le professeur de Marie-Antoinette quand elle était encore jeune fille en Autriche. On le voit donc dès la petite enfance, l'influence du chant et de l'opéra sont très présents dans l'univers du petit Georges. Chant et musique nourrissent les conversations quotidiennes. Piano et opéra seront deux marqueurs forts de l'enfance du jeune Bizet. Delsart publie d'ailleurs les archives du chant
Et cet ouvrage, qui couvre 11 siècles de pièces vocales françaises, fait toujours référence à ce jour. Alors Georges est baptisé le 16 mars 1840, alors qu'il a 1 an et demi. Alors c'est tout à fait inhabituel à l'époque, car les enfants étaient baptisés le plus souvent à la naissance, au pire quelques jours après leur naissance. Ce baptême tardif est donc un petit mystère. En effet, si un enfant mourait avant d'être baptisé, l'Église enseignait qu'il ne pouvait pas avoir accès au paradis. L'âme de l'enfant reposait alors à tout jamais dans les limbes, sorte de félicité éternelle. Mais l'âme de l'enfant restait coupée du paradis à tout jamais. On peut donc légitimement se demander si Adolphe, ancien prêtre, n'avait pas perdu la foi, d'autant que son fils Georges, nous le verrons plus tard, sera lui-même opposé aux enseignements de l'Église et il sera fermement anticlérical. Alors à l'âge de 9 ans, fils unique et choyé, le petit Georges entre au Conservatoire de Paris en tant qu'auditeur libre, dans la même promotion que Léo Delibes. Alors, selon les règles du conservatoire, il faut avoir 10 ans pour intégrer le conservatoire. Le père de Georges mobilise donc ses relations, notamment le professeur Meinfred, membre du comité de recrutement, qui est émerveillé par les dispositions exceptionnelles du petit Georges. Alors, dès le plus jeune âge, Georges va donc avoir de grands professeurs à sa disposition. Son professeur de piano est le célèbre Antoine-François Marmontel, qui plus tard aura pour élève Claude Debussy. Dès l'âge de 12 ans, Georges est repéré par Berlioz et admiré par Liszt, car il déchiffre les partitions avec une rare maîtrise pour son âge, comparable à celle de Camille Saint-Saëns. Berlioz dira d'ailleurs: depuis Liszt et Mendelssohn, on a vu peu de lecteurs de sa force. Alors à 13 ans, Georges obtient le prix du conservatoire au piano en 1851, alors que Saint-Saëns, d'1 an son aîné, obtient la même année le premier prix d'orgue. Dès l'âge de 15 ans, Georges commence à enseigner le piano grâce à son exceptionnelle maîtrise de l'instrument. Alors, quant à son professeur d'orgue, il s'agit de François Benoît, un organiste fameux, ancien prix de Rome. Benoît avait d'ailleurs compté parmi ses élèves César Franck, le fameux organiste belge, et Camille Saint-Saëns. En 1854, Georges continue sur sa lancée et il obtient le premier prix du conservatoire à l'orgue. Il a alors 16 ans. Entre-temps, il compose Nocturne pour piano en 1854 et une grande valse pour piano également en 1955, concrétisant alors tous les espoirs qu'avaient mis en lui ses professeurs. Il faut noter que Georges n'est jamais allé au lycée. Pourtant, c'est un lecteur avide de littérature. Il affectionne particulièrement Beaumarchais. Alors, ce n'est pas étonnant puisque Beaumarchais a inspiré de grands maîtres d'opéra. Mozart, en 1786, avait créé Le mariage de Figaro et Rossini, en 1817, Le barbier de Séville. Alors, Georges éprouve aussi une grande admiration pour Victor Hugo. Et il caresse un temps l'idée de composer un opéra sur Notre-Dame de Paris, mais l'idée, hélas, ne se concrétise pas. Alors, toujours au Conservatoire de Paris, à 16 ans, Georges entre dans la classe de composition de Fromental à Lévis, qui avait été le professeur de Charles Gounod.
Halévy est lui-même un auteur de nombreux opéras, mais c'est un homme qui inspire la controverse. Halévy est juif d'origine bavaroise. Il est connu pour avoir composé La Juive en 1835, un opéra qui décrit le martyre des Juifs refusant de se convertir au catholicisme. Alors, bien reçu par les progressistes de l'époque, l'opéra attire les foules, mais les conservateurs considèrent comme une insulte à la religion chrétienne cet opéra. Alors, fort heureusement, plus tard, le Second Empire ouvre une période de tolérance dans le domaine religieux, car Napoléon III n'est pas un catholique sectaire. Ceci permettra donc à Georges de recevoir un enseignement ouvert grâce à des professeurs de différentes extractions, d'origine ou obédience. C'est à 17 ans que Bizet compose en seulement un mois sa première symphonie, la symphonie en ut majeur. Alors elle est écrite au titre d'exercice alors qu'il étudie toujours au Conservatoire de Paris. Il souhaite imiter son grand maître et répétiteur Charles Gounod. Mais les musicologues s'accordent à dire qu'en fait, l'élève dépasse vite le maître. Gounod va d'ailleurs abuser de sa position de mentor. Lorsqu'il se sent acculé par le travail, il fait souvent appel au génie de Georges, son jeune admirateur, notamment au niveau des transcriptions. Mais revenons sur la symphonie en ut majeur de Bizet, pleine de fraîcheur et de vivacité. Alors, elle est la première de 2 symphonies qu'il va composer, et l'on doit sa survie à Reynaldo Hahn. En effet, cette symphonie, écrite en 1855, va être redécouverte en 1933, après être tombée dans l'oubli. Alors, qui était Reynaldo Hahn? D'origine vénézuélienne, il arrive en France en 1878, à l'âge de 3 ans, alors que ses parents s'installent à Paris. Reynaldo entre au conservatoire et aura, entre autres, pour professeur de composition musicale, Jules Massenet. Il devient chanteur, compositeur lui-même, mais surtout critique musical. Il sera, par ailleurs, l'amant de Marcel Proust jusqu'en 1896. Alors, dans un legs de son vivant au Conservatoire de Paris, Reynaldo transmet les partitions de cette première symphonie de Bizet qu'il avait précieusement conservées. Mais c'est seulement en 1933 que le musicologue français Jean Chantavoine découvre cette symphonie en 3 mouvements dans les archives du Conservatoire. 2 ans plus tard, il va créer la sensation à Bâle, en Suisse, en faisant interpréter la première symphonie en ut majeur de Bizet. Et c'est un succès énorme. Imaginez présenter pour la première fois une symphonie oubliée d'un compositeur célébrissime. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1940, Reynaldo Hahn est inquiété pour ses origines juives et son homosexualité. Il doit se réfugier à Monte-Carlo jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors il en profite pour contacter le chorégraphe russe Georges Balanchine. Et alors que Reynaldo meurt à Paris en 1947, Balanchine chorégraphie la première symphonie de Bizet sous forme d'un ballet qu'il intitule Le Palais de Cristal. Alors le succès du ballet ne s'est jamais démenti et contribue bien sûr à la notoriété mondiale de Bizet aujourd'hui. Alors cette symphonie en ut majeur sera rebaptisée symphonie en C, la lettre C,
alors qu'elle est interprétée à New York pour la première fois en 1948. Mais revenons au jeune Georges. À 18 ans, il va composer sa première opérette, Le Docteur Miracle. Nous sommes en 1857. Sur un livret de Ludovic Halévy, qui n'est autre que le cousin de sa future épouse, Geneviève Halévy. Alors là encore, Georges remporte le premier prix du concours du conservatoire organisé par Offenbach et gagne les 600 francs offerts par le prix. Bizet devient et restera d'ailleurs un ami dévoué d'Offenbach. Il sera souvent son invité lors des soirées du vendredi qu'offrait Offenbach dans son salon, hôtel particulier à Paris, et où se retrouvait tout le gratin musical français. En octobre 1857, Georges remplace Charles Gounod au clavier de l'église de Bougival. Tout le monde reconnaît le talent de Bizet pour magnifier cet instrument. Mais il est profondément anticlérical et il n'obtiendra donc jamais le poste d'organiste qu'il convoite pourtant. Cela aurait sans doute changé le cours de sa carrière. Mais 57 est une année faste pour Bizet. En effet, à sa première participation, il remporte le prix de Rome dans la catégorie composition avec une cantate qu'il intitule Clovis et Clotilde. Alors, afin de plaire au jury, la cantate a pour objet la conversion de Clovis au christianisme en l'an 496. Pour Bizet, ce prix de Rome est donc un prestigieux tremplin, car le voilà récompensé d'un séjour de 3 ans à la Villa Médicis. Tombée dans l'oubli, cette cantate est cependant ressuscitée, si je puis dire, en 1988, dans une production du chef d'orchestre français Jean-Claude Casadessus. Elle inclut comme interprète la soprano espagnole Montserrat Caballé. Alors ainsi donc, grâce au prix de Rome, Georges quitte la France pour l'Italie en décembre 1957 à 19 ans. Alors, c'est un événement considérable pour ce jeune compositeur. Il découvre enfin le bonheur d'être libre, loin de sa famille et notamment de sa mère qui souhaite contrôler sa vie. Alors, tout au long de son existence, Georges aura une passion fusionnelle pour sa mère, à tel point que les spécialistes de Bizet parlent de véritables complexes d'Œdipe. Elle ne cesse de s'inquiéter de la bonne hygiène de vie de son fils. Il doit la rassurer sans cesse. Il lui écrit, par exemple, dans sa correspondance de Rome, « J'ai fait nettoyer tous mes cols, tu vois comme je suis soigneux. Si tu venais dans ma chambre, tu n'aurais rien à ranger. » Georges demande toujours l'approbation de sa mère quant à sa musique. Il va l'idéaliser jusqu'à sa mort, faisant d'elle le symbole de la Madone vertueuse. Alors à la Villa Médicis, Georges se trouve loin du climat strict des études qu'il avait connues au Conservatoire de Paris. La beauté de Rome et de la nature qui l'entoure, la mer qu'il voit pour la première fois, le fascine. Et c'est là que germe l'idée de Carmen, dont nous reparlerons plus tard. Alors, auréolé de sa gloire de jeune compositeur, considéré comme le plus prometteur de sa génération, il écrit à sa mère « Avec 2 ou 3 succès d'opéra comique, j'aurai une vie de rentier. » Hélas, nous le verrons, il se trompera lourdement. Lors de son séjour à la Villa Médicis, Georges doit s'acquitter d'envois ordinaires
pour le conservatoire. Il compose donc plusieurs musiques chorales, dont Vasco de Gama et un Te Deum. Mais Bizet réalise qu'il éprouve le plus grand mal à composer des œuvres religieuses et il abandonne vite ce type de composition. Admirateur d'Offenbach, il change alors de genre et écrit un opéra bouffe en 2 actes, Don Procopio. Alors, comme toujours dans ce genre d'opéra, l'intrigue est sentimentale et légère. Il s'agit d'un père qui souhaite marier sa fille à un homme fortuné, mais grâce à son frère, elle parviendra à épouser celui qu'elle aime. Alors hélas, Don Procopio ne sera jamais joué du vivant de Bizet. Le public français de l'époque reste très attaché à Offenbach et Rossini qui monopolisent les scènes parisiennes. En effet, c'est seulement en 1906 à Monte-Carlo qu'il est montré pour la première fois, alors qu'on vient de célébrer le 30e anniversaire de son décès. Alors 1861 est une année difficile pour Georges, puisqu'il perd sa mère en septembre. Elle n'a que 46 ans. Alors il console son chagrin, si j'ose dire, avec la bonne de son père, Madame Reiter, dont il aura un fils illégitime 1 an plus tard, mais le secret sera bien gardé. Alors pendant ce bref retour à Paris, il joue chez son professeur Fromental à Lévis devant Franz Liszt, qui est émerveillé. Alors Liszt dira d'ailleurs plus tard, avec Saint-Saëns, Bizet est l'un des plus grands pianistes d'Europe. Alors de retour à Rome, il envoie au Conservatoire de Paris un opéra comique en 1 acte qui témoigne de l'influence orientaliste. Alors, il s'agit de la Gousla de l'émir, composée en 1862 et dont l'action se déroule à Tunis. Hélas, il ne reste aucune trace de cet opéra comique. Certains musicologues pensent que Bizet a peut-être réutilisé certaines des partitions pour son fameux opéra Les pêcheurs de perles, mais personne n'en est vraiment certain. Alors après 3 années passées en Italie, les plus riches de sa vie, écrira-t-il, voilà Bizet de retour en France. Il va alors se consacrer à l'enseignement, mais sans y trouver de plaisir. Il cherche simplement à compenser ses difficultés financières. Pourtant, il refuse de tirer parti de ses talents de pianiste-interprète, ce qui aurait pu lui procurer des revenus confortables. Il dit d'ailleurs « Je ne veux pas vivre comme un saltimbanque, je veux être compositeur ». Et compositeur, il le sera, puisqu'à 25 ans, l'impresario français Léon Carvalho, directeur du théâtre Lyrique, lui commande Les pêcheurs de perles. Alors Carvalho est un homme d'une grande importance pour les compositeurs romantiques français. En effet, c'est lui qui a ouvert ses portes à de jeunes talents alors rejetés par les grandes salles parisiennes d'opéra. Carvalho accueille Berlioz, Gounod, Saint-Saëns, Delibes et Bizet, bien sûr. Alors, en octobre 63, Hector Berlioz, compositeur établi à l'époque et de 35 ans, l'aîné de Bizet, écrit un article dithyrambique sur les pêcheurs de perles. Il décrit, je cite, des morceaux expressifs, pleins de feu et d'un riche coloris. Alors pour le jeune Bizet, c'est donc un succès encourageant. Mais son opéra ne connaîtra que 18 représentations, ce qui ne lui procure pas l'argent qu'il avait espéré en tirer. Alors comme je l'ai dit précédemment, de son vivant, Bizet sera en fait éclipsé par Offenbach,
que lui préfère le public français, ainsi que par Rossini, bien sûr. Alors, en 1864, Bizet commence une opérette qui ne finira jamais, La Prêtresse, et dont un exemplaire se trouve à la New York Public Library. Bizet a beaucoup d'idées, il a beaucoup d'ambition, mais il semble avoir du mal à mener à bien ses projets, à les concrétiser, à aller au bout de lui-même. Alors malgré tout, satisfait du demi-succès des pêcheurs de perles, Carvalho fait une autre commande à Bizet. En 1866, il entame la composition de La jolie fille de Perth, un opéra en 4 actes, librement adapté d'un roman de Walter Scott. L'opéra est achevé en 1867. Mais on considère que malgré quelques beaux passages, c'est un opéra plutôt médiocre, souvent lourd, et dont les paroles des librettistes sont exécrables. Carvalho compte pourtant sur la foule internationale de l'exposition universelle qui se tient à Paris en 1867 pour rentabiliser cet opéra. Mais c'est un échec. Et La jolie fille de Pearl est retirée de l'affiche après 18 représentations. Bizet s'enfonce encore un peu plus dans les problèmes financiers. En 1868, il achève une symphonie, sa seconde et dernière, qui s'intitule Roma ou Souvenir de Rome. Mais il n'en est pas satisfait. Il effectue des révisions jusqu'en 1871, puis il se détourne de ce projet. La symphonie ne sera publiée qu'après sa mort. Une fois encore, Bizet nous donne le sentiment d'une sorte d'éparpillement. Il ne va pas jusqu'au bout des choses. 68 et 69 ne voient donc pas d'œuvre d'envergure. Alors, il compose certes une marche funèbre en B mineur, ainsi que de nombreuses mélodies et chansons sur des poèmes d'Alfred de Musset, de Victor Hugo, Lamartine, Ronsard. Alors, beaucoup de ces mélodies étaient destinées à des opéras futurs qu'il n'achèvera jamais, tels que Clarisse Harlowe, Griselidis, Don Rodrigue. Bizet ne manque donc pas de dynamisme, mais il se disperse et concrétise rarement ses ambitions. Et ce désordre et cet émiettement sont préjudiciables à sa carrière. À 31 ans, en 1869, Bizet épouse Geneviève Halévy. Il a 10 ans de plus qu'elle. Alors Geneviève est la fille de son ancien professeur de composition, désormais décédé, Fromental Halévy. La mère de Geneviève, Léonie, est elle aussi issue de la grande bourgeoisie juive. C'est la fille d'un riche banquier bordelais et elle sera connue comme sculptrice et collectionneuse d'art. La famille Halévy s'oppose à ce mariage. Catholique mais mécréant, sans un sou, Georges n'a rien d'un prétendant parfait. Pourtant, il claironne partout. Geneviève est une admirable fille que j'adore. J'ai trouvé en elle l'amour de ma vie. Mais la période des amours s'assombrit vite. La guerre franco-prussienne éclate, qui précipite la chute de Napoléon III. Alors Bizet s'engage dans la garde nationale et emmène sa femme, Geneviève, en lieu sûr au Vésinet, chez son père, Adolphe. Alors la garde nationale est une sorte de milice formée de citoyens volontaires. Son rôle est d'assurer le maintien de l'ordre dans les villes en temps de paix ou de guerre. Georges ne part donc pas directement se battre sur le front contre les Prussiens.
Il est d'ailleurs envoyé dans le Bordelais. Alors après la chute de l'Empire, il accueille la Troisième République avec enthousiasme. Mais lors de l'épisode insurrectionnel de la Commune en avril et mai 71, contrairement à Gounod ou Saint-Saëns qui fuient en Angleterre, lui reste à Paris et il va choisir le parti de l'ordre qui écrase les socialistes, les communards. Pourtant, désabusé, il songe à s'expatrier et il écrit « Entre les royalistes et les rouges, la musique n'aura plus rien à faire en France. » Mais il se ravise et finalement, il restera dans la capitale. Alors Georges et Geneviève s'installent à la Nouvelle Athènes, un magnifique lotissement du 9e arrondissement de Paris où vivront aussi de nombreux artistes et écrivains de l'époque. Leur y ont vécu, par exemple, Eugène Delacroix, George Sand, Frédéric Chopin, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Camille Pissarro, Claude Monet, Paul Gauguin. Or, 3 ans après son mariage avec Geneviève, ils ont un fils, Jacques. Mais ce fils est un poids pour lui, car sa femme, fragile psychologiquement, éprouve des difficultés à assumer son rôle de mère. Cependant, Jacques n'aura pas le temps de vraiment connaître son illustre père, qui meurt alors qu'il a seulement 3 ans. Parlons donc brièvement de la vie de Jacques, le fils de Georges Bizet. Alors Jacques Bizet sera médecin. Alors il est connu pour être l'un des meilleurs amis d'enfance de Marcel Proust, avec qui il va en classe. Adolescent, il est pris d'une amitié dévorante pour Marcel Proust, à tel point que Geneviève, sa mère, refuse désormais à son fils de le voir. Jacques et Marcel continueront cependant à se fréquenter et Jacques repoussera avec tact mais fermeté les avances sexuelles de Marcel. Mais la vie de Jacques sera tragique. Il se marie, mais il sera vite veuf, puis il divorcera après un second mariage raté. Écrasé par le milieu rigide dans lequel la famille Halévy cherchait à l'enfermer, il finit morphinomane et alcoolique. En 1922, Jacques se suicide, il se tire une balle dans la tête suite à une dispute avec l'une de ses maîtresses. Il a 50 ans et meurt 12 jours avant le décès de son vieil ami Proust et 4 années avant celui de sa mère Geneviève. Jacques repose aujourd'hui auprès de Georges Bizet au cimetière du Père-Lachaise. Alors, quelques mots maintenant sur Geneviève Halévy, la femme de Bizet. Alors, en 1886, 11 années après la mort de Georges Bizet, elle épouse l'avocat de la famille de Rothschild, Émile Strauss. Elle va alors mener une vie de salonnière, invitant le gratin artistique et mondain de l'époque. Mais son salon déclinera lors de l'affaire Dreyfus. Juive et dreyfusarde, beaucoup de personnalités de l'époque se détourneront d'elle. En 1925, alors que sa fin approche, on lui suggère de se convertir au catholicisme. Et elle a cette parole fameuse « J'ai trop peu de religion pour en changer ». Mais revenons à Georges Bizet. Nous sommes désormais en 1872 et il crée Djamil, un opéra orientaliste en un acte, inspiré d'un conte d'Alfred de Musset. Alors il a des difficultés à trouver des chanteurs adéquats et devra se contenter d'artistes de second plan.
Hélas donc, arrêté après seulement 11 représentations à l'Opéra Comique, Djamil est un nouvel échec. Un de plus, si j'ose dire. Camille Saint-Saëns échoue lui aussi la même année avec son opéra La Princesse jaune. Décidément, la petite bourgeoisie parisienne n'est pas prête pour l'orientalisme en musique. Alors, toujours à la recherche d'argent, Bizet accepte une nouvelle commande. On lui demande de composer la musique de scène de L'Arlésienne, une pièce de théâtre tirée d'une nouvelle mélodramatique d'Alphonse Daudet. Alors, hélas, cette pièce de théâtre est un échec et n'est jouée que 20 fois. Cependant, quelques mois plus tard, Bizet tirera de ses partitions 2 suites pour orchestre. Elles aussi, d'ailleurs, baptisées l'Arlésienne. Alors, fort heureusement, pour une fois, Bizet remporte un succès. Sa marche des rois mages et la farandole sont ainsi restées fameuses dans le répertoire classique. Mais ce succès ne parvient pas à effacer la grande désillusion de Bizet. Il s'était imaginé en Rossini français, menant une vie matérielle aisée grâce à ses succès. Pourtant, il n'en est rien. Les pêcheurs de perles, la jolie fille de Perth, Djamil, lui ont coûté un énorme travail, sans que la reconnaissance ou les résultats financiers ne suivent. Alors, pour gagner de l'argent, il est contraint de faire des arrangements pour piano de pièces orchestrales. Il doit également enseigner le piano à des élèves issus de la bourgeoisie. Il déclare « Je travaille à me crever, je mène une vie insensée ». Mal dans sa peau, très sensible aux critiques et aux échecs, Bizet déprime. D'autant que sa vie familiale est compliquée. Sa jeune épouse, Geneviève, est mentalement fragile. Les passages à l'asile psychiatrique se succèdent. De plus, coquette et dépensière, elle dilapide les maigres ressources financières de Georges, ce qui l'oblige à travailler sans relâche. Il ne peut donc pas partager avec elle ses soucis. En outre, des rumeurs commencent à circuler sur sa liaison avec la mezzo-soprano Célestine Galli-Marié. Elle sera surtout connue pour avoir été la première à interpréter le rôle de Carmen sur scène. Alors fatigué, en 1875, Bizet décide de s'installer pour un temps dans le village de Bougival. C'est un havre de paix en bord de Seine, le berceau de l'impressionnisme. Grâce au premier train à vapeur en provenance de Paris, c'est un repère d'artistes peintres. On y retrouve Renoir, Monet, Pissarro, Sisley, attirés par la réflexion du soleil sur l'eau. Mais Bougival est surtout le repère de Pauline Viardot, la Calas du XIXe siècle. Elle y invite des gens comme Liszt, Musset, Sand, Chopin, Delacroix, Gounod, Berlioz, Saint-Saëns, Schumann, Maupassant, Brahms, Fauré et son amant, l'écrivain russe Sergueï Tourguenev. On ne s'ennuie donc pas à Bougival. Alors pour sa part, Bizet souhaite retrouver le calme et la sérénité. Il veut finir un opéra sur lequel il travaille depuis plusieurs années. Et c'est Carmen, bien sûr, adapté de la nouvelle écrite en 1845 par Prosper Mérimée. Alors, fruit d'une commande de l'Opéra Comique, Carmen va nécessiter la rédaction de 1200 pages manuscrites. Le directeur de l'époque,
Camille Dulocle souhaite, je cite, « une petite chose facile et gaie dans le goût de notre public, avec surtout une fin heureuse ». Et Carmen n'est bien sûr rien de tout cela. La vie agitée d'une femme rebelle qui meurt assassinée ne correspond guère aux habitudes de l'opéra comique, où se retrouve en famille la bourgeoisie parisienne. C'est donc le cousin de la femme de Bizet, Ludovic Halévy, qui va convaincre le directeur de l'opéra comique d'accepter cet opéra aux antipodes de ses attentes. Car c'est en effet Halévy qui est l'un des librettistes de Carmen, avec Henri Meillac, qui travaille surtout pour Massenet. Alors en outre, Ludovic Halévy n'est pas n'importe qui. Il écrit des livrets pour le grand Jacques Offenbach, alors au sommet de sa gloire. Il a écrit entre autres les textes de La Belle Hélène, de La Vie parisienne, de la grande duchesse de Gerolstein. Halévy va donc mettre tout son poids dans la balance pour faire accepter Carmen à Camille Dulocle. Alors pour sa part, Bizet est convaincu qu'il tient entre ses mains, pour la première fois, le succès qui va lancer sa carrière. Il assiste à toutes les répétitions de Carmen et s'épuise. Il doit faire face à la réticence des chanteurs, trop statiques, qui refusent de bouger et manquent de naturel, alors que Bizet, neveu de Delsarte, exige la mobilité sur scène. Il ne s'agit pas d'être simplement chanteur, il faut être acteur expressif, en mouvement. La cantatrice Galimarié lui donne aussi du fil à retordre. Il doit modifier 13 fois le fameux air Habanera afin qu'elle accepte de le chanter. Quant aux musiciens, ils trouvent la partition trop difficile. Et pour aggraver la situation, le directeur de l'opéra comique pense que l'histoire de Carmen est indécente et qualifie la musique de cochin chinoise. Alors le jour de la première, au matin du 3 mars 1875, Bizet est fait chevalier de la Légion d'honneur. Alors sarcastique, certains critiques diront d'ailleurs « on lui a donné la Légion d'honneur le matin, car après la première de Carmen, on n'aurait pas pu le faire ». Alors toute l'élite parisienne est présente à l'opéra ce soir-là, Offenbach, Gounod, Massenet, Alphonse Daudet, Dumas fils. Mais hélas, c'est un désastre. Les musiciens sont médiocres et les choristes ne sont pas à la hauteur. De plus, les changements de décor, magnifiques, et les costumes, très élaborés, nécessitent un temps considérable. L'opéra, qui commence à 20h, s'achève à 1h du matin. Peu à peu, le public se lève et quitte la salle. À la fin du spectacle, il ne reste plus qu'une poignée d'amis. Bizet leur déclare atterré « Je sens l'échec, le four définitif. Cette fois, je suis perdu. » D'autant que la critique ne manque pas de s'attaquer à l'histoire sulfureuse de cette bohémienne andalouse. La presse condamne donc Carmen au nom de la morale républicaine. Bizet est meurtri, bouleversé. Épuisé, amoindri, il contracte une angine de poitrine. Le 28 mai 1875, il se retire à Bougival avec sa femme, son fils et 2 domestiques. Il le fait contre l'avis des médecins qui souhaitent le garder à Paris en observation. Le lendemain de son arrivée à Bougival,
Se sentant mieux, il se baigne avec un ami pianiste dans l'eau froide de la Seine. Idée désastreuse. Il est alors pris d'une crise aiguë des voies respiratoires. Il rentre à Paris avec une forte fièvre et malgré son état de santé fragile, il assiste à une représentation de Carmen. Au moment où Célestine Galli-Marié chante avec le trio des cartes, au troisième acte, il fait une rupture d'anévrisme. Célestine venait de prononcer ces paroles prémonitoires. La carte impitoyable dit toujours la mort. Alors de retour à Bougival, Bizet meurt d'une crise cardiaque dans la nuit du 2 au 3 juin. Il n'a que 36 ans. Alors, comme beaucoup de grands personnages français, il est inhumé au cimetière du Père Lachaise. Sa femme, Geneviève, n'assiste pas à son enterrement pour raison de déséquilibre mental. Le 10 juin, on inaugure son tombeau, qui est érigé par l'architecte de l'Opéra de Paris, Charles Garnier. Une stèle en forme de pyramide est décorée d'une lyre en bronze garnie d'une couronne de laurier. Le buste de Bizet repose sur cette stèle. Alors après la mort de Bizet, son ami, le professeur de musique Ernest Giraud, va apporter quelques modifications à Carmen. Il va remplacer les passages parlés, originaux, caractéristiques de l'opéra comique, par ce que l'on appelle des récitatifs. Un récitatif est un morceau chanté par un soliste, soutenu par un instrument. Alors, grâce à Giraud, l'œuvre devient plus fluide et cet élément a sans doute facilité la diffusion de Carmen à travers le monde. D'ailleurs, très rapidement après la mort de Bizet, l'Europe va accueillir Carmen avec enthousiasme. En octobre 75, quelques mois après sa mort, Vienne fait un triomphe à Carmen. Johannes Brahms lui-même assiste à 20 représentations de l'opéra. Richard Wagner, pourtant si éloigné de Bizet, a également une grande admiration pour cette œuvre. Il dit « Dieu merci, voilà enfin le sauveur, quelqu'un qui a des idées dans la tête pour changer. » Le philosophe Friedrich Nietzsche écrit « Cette musique de Bizet me paraît parfaite, il me rend fécond, le beau me rend toujours fécond, Bizet me rend philosophe, meilleur philosophe. » Quant à Tchaïkovski, il dira « Dans 10 ans, Carmen sera l'opéra le plus célèbre de la planète. » Et il est vrai que Carmen est l'archétype du répertoire lyrique français. C'est un opéra limpide, à la musique très expressive, qui alterne les passages tragiques et des scènes plus légères, voire comiques. Il y a également un équilibre entre les scènes de foule et les scènes intimistes qui donnent aux solistes l'occasion de s'exprimer au premier plan. Enfin, les mélodies sont faciles à mémoriser, très reconnaissables, ce qui contribue à son succès parmi le grand public. Alors, en conclusion, que peut-on dire de Bizet? Adolescent, c'est un jeune prodige et ses professeurs du conservatoire n'hésitent pas à mettre en avant ses facultés exceptionnelles. Compositeur génial à 17 ans, les musicologues s'accordent à dire qu'il dépasse déjà son maître Gounod. Mais après son séjour à la Villa Médicis de Rome, ce surdoué ne parvient pas à être reconnu du public français. Il est certes admiré dans les cercles de compositeurs de son époque,
Tous voient en lui le renouveau de la musique française. Pourtant, inspiré mais brouillon, Bizet laissera derrière lui beaucoup trop de projets avortés, non aboutis. Pianiste hors pair, il refuse de faire une carrière d'interprète. Bizet veut être reconnu en tant que compositeur d'opéra. Il veut plaire, il veut réussir, atteindre la gloire et être rentier. Mais aux yeux du public parisien, il ne vaut ni un Rossini, ni un Offenbach. L'adolescent génial va donc vivre une longue traversée du désert de 20 ans, entrecoupée de demi-succès. Puis, soudainement, quelques semaines après sa mort, tel un volcan qu'on avait cru endormi, son talent explose à la face du monde. Il y a chez cet homme quelque chose qui tient de la tragédie et de la fatalité. Il résume d'ailleurs lui-même en une phrase sa vie. Musicien, quelle horrible profession, mais quel art magnifique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Eric. Quelle conclusion. Merci. Voilà, je vous en prie. Merci Eric, et vraiment, allez-y. Non, non, je vous en prie. Je découvre la vie de Bizet, que je ne connaissais pas du tout. Oui, donc oui, c'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup. Une vie très courte, comparativement à celle de Saint-Saëns, par exemple, mais très riche, jalonnée hélas d'échecs. Mais ceci dit, il y a bien sûr Carmen qui reste éternelle. Alors je voudrais dire pour celles et ceux qui sont intéressés qu'il y a un très bon livre, une biographie qui a été écrite par un auteur qui s'appelle Hervé Lacombe, qui est un musicologue, maître de conférences à l'université de Metz ou Metz en Lorraine. Alors cette biographie s'intitule tout simplement Georges Bizet aux éditions Fayard. Elle a été publiée en 2000 et je le répète, elle est écrite par Hervé Lacombe, musicologue. Voilà. Ah, donc si ça vous intéresse, c'est un livre passionnant sur sa vie. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup Eric. Et pour ceux qui veulent écouter, je ne sais pas si vous avez vu la programmation du ballet de Philadelphie, qui s'appelle nouvellement le ballet de Philadelphie. Ils vont proposer un ballet en mars de la symphonie en ut majeure de Georges Bizet. On pourra l'entendre en grande audience. Quelle vie, c'est une courte vie, c'est terrible hein, d'avoir un succès et j'ai l'impression quelque chose de très commun chez les artistes, les chefs, les grands hommes et les grandes femmes d'avoir ce succès post-mortem. Tout à fait. Il me rappelle un peu Berlioz. Enfin, c'est différent. Berlioz a vécu un peu plus longtemps, bien sûr. Mais Berlioz était également toujours dans les problèmes financiers. Il a dû faire beaucoup de travaux qui ne l'intéressaient pas et il a eu beaucoup de mal à s'imposer. Ceci dit, Bizet est venu 35 ans après, si je puis dire. On était déjà un peu dans l'ère ou en plein dans l'ère romantique, alors que Berlioz l'avait ouverte. Mais c'est vrai que si on compare Bizet à Camille Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns a une vie très riche, enfin c'est un homme déjà qui était très aisé, mais qui a une vie très riche, très longue, c'était un grand voyageur et qui a connu, lui, de son vivant, un énorme succès, même si plus tard, son étoile s'est un petit peu ternie parce que les goûts avaient évolué et Camille Saint-Saëns, lui, était resté assez classique. Mais c'est vrai qu'on retrouve parmi beaucoup
d'écrivains hein, aussi, de poètes, de compositeurs, cette sorte de tragédie un peu qui se pose sur eux. Voilà, le succès qu'ils n'auront jamais connu. On peut dire ça de beaucoup de peintres d'ailleurs, qui sont morts très pauvres et qui rencontrent aujourd'hui un succès incroyable. Mhm. Tout à fait. Et pour Carmen, qu'est-ce qui a été décisif dans son succès? Parce que vous les qualifiez de, alors je ne sais pas quel mot vous avez choisi, cochin chinoise. Oui, alors ça, c'est le directeur de l'opéra. Il trouvait que, alors la Cochinchine, donc c'était une colonie qui se trouvait L'Indochine, voilà, au sud du Vietnam voilà. et qui, je crois, était tombée, si je puis dire, entre les mains de la France sous Napoléon III. Et donc, le directeur trouvait qu'il y avait des airs, alors je ne sais pas comment il a trouvé ça, mais enfin, des airs un peu vietnamiens et asiatiques dans cette musique qui était très, 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 très différente. Non, je crois que le succès, il est dû forcément à quelques grands airs. Moi, je ne suis pas musicien, je n'ai hélas pas étudié la musique, j'adore écouter la musique, les opéras, mais on peut tous chantonner un peu Carmen, si je puis dire. Hein. Il y a différents airs qu'on peut reprendre, et ce n'est pas le cas de tous les opéras. Donc je pense qu'il y a ce côté très très abordable. Et puis il a une musique très limpide, très vivante. Et puis il y a une sorte de chorégraphie. Hein. Il avait été très influencé, c'est pour ça que j'ai parlé à un moment de son oncle, Monsieur Delsartre. Il avait très 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 influencé par l'idée du mouvement, de la gestuelle, alors qu'on en était encore à une période de transition où, vous savez, les chanteurs étaient un petit peu statiques et déclamés, si je puis dire, plutôt qu'ils ne chantaient et ne montraient aucune émotion, quelles que soient les paroles. Alors que chez Bizet, c'est du théâtre chanté, hein, pratiquement. Donc il a ouvert aussi cette ère, particulièrement pour l'opéra français, et je pense que c'est ça qui a Et conquis. comme vous l'avez dit, abordable, parce qu'abordable presque à tous. Un peu comme les comédies musicales de maintenant qui font que on peut aller voir Hamilton et chanter ou Les Misérables alors qu'on n'a jamais lu Victor Hugo. Et moi, je sais que Toréador, si je Voilà, l'entends, je sais ce que c'est. tout Et à je pense que fait. beaucoup d'entre nous connaissent ça au moins par les chants, hein, même s'ils ne l'ont jamais vu en personne. Absolument. Alors, il y a peut-être des musiciens dans l'auditoire, hein, mais j'ai lu en fait que par contre, les partitions sont très très difficiles à jouer. Ah, Et c'est aussi ça son génie. Hein. C'est un peu comme une ballerine. Hein. Une ballerine qui a du talent, elle saute, elle sourit. On a l'impression que tout est tellement c'est léger et facile. tellement facile. Et en fait, je crois que Carmen, c'est ça. Tout est fluide, tout est limpide, tout coule comme ça. On a l'impression que c'est tellement facile finalement, tellement simple, alors qu'en fait c'est extrêmement compliqué. Et puis il avait l'art aussi, je crois, de faire un petit peu le pont entre les airs. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, parfois dans les opéras, il y a ces espèces de grandes ruptures, tandis que lui, on a l'impression que tout est toujours lié, on saute d'une chose à l'autre, mais sans véritable cassure. Donc on est toujours pris. Hein, voilà, I think that's toujours a pris. good, I think that's a good way of expressing it because, Oui. can you hear me? Yes. Oui, oui, oui. Yes. A good way of expressing it because to me, Carmen, I love the opera. I have always loved it, but it's like compelling. I'm sorry to speak English, but the word compelling, Oui. ça décrit les sentiments que j'ai. Il faut que je l'écoute, il faut que je suive. Chaque phrase mène au suivant, à la phrase suivante. Et il faut l'écouter jusqu'à la fin. Et puis c'est
le texte, c'est très dramatique. Et je crois que Bizet a su exploiter ce drame. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, à propos du texte, j'avais mentionné donc que les librettistes, c'est-à-dire les personnes qui écrivent les paroles des opéras, les librettistes étaient donc Ludovic Halévy et Meilhac, qui étaient très très fameux. Hein. C'était les deux librettistes les plus fameux de l'époque. Et il disait toujours que Bizet avait un génie, c'est-à-dire qu'il arrivait à poser la musique sur les paroles. Il arrivait à faire ces changements d'harmonie musicale pour cadrer avec le texte, ce qui parfois est dur. C'est pas aussi facile que ça, hein, d'accorder une musique et des paroles, car il y a des problèmes, bien sûr, pour les chanteurs au niveau de la césure, de la respiration pendant le chant, etc. Et Bizet, apparemment, avait ce génie-là de rendre les choses plus simples. Mais, Et oui, pardon, allez-y. pardon, j'allais dire que c'est peut-être grâce aussi à Mérimée, parce que le texte de Mérimée, le mariage Mérimée et Bizet, c'est pour ça qu'il a eu son succès, à mon avis. Oui, le reste aussi, mais l'histoire de Mérimée est tellement tragique, enfin, tellement dramatique, on ne peut pas résister. C'est ce que je pense. Tout à fait. Non, je crois que vous avez raison, parce que c'est une nouvelle qui s'intitule donc Carmen, hein, et Bizet a donc repris le titre de la nouvelle de Mérimée, tout simplement, Carmen. Alors, c'est une nouvelle qui avait été écrite, je crois, en 1845, et donc qui était reprise, qui est devenue un opéra 30 ans plus tard. C'est une nouvelle qui avait fait déjà scandale à l'époque, d'autant, alors là, je ne suis pas musicologue, je ne connais pas les détails, mais apparemment, les librettistes ont adouci un peu le personnage de Carmen qui était bien plus sulfureuse, si je puis dire, dans l'original de Mérimée qu'elle ne l'était dans l'opéra ou telle qu'elle est décrite dans l'opéra. Alors ceci n'a pas empêché, bien sûr, que la première fut un scandale. On aurait bien aimé savoir ce qui serait passé s'ils avaient suivi véritablement l'histoire au pied de la lettre. Ce qui est triste, c'est que enfin, avec Schubert et Mozart, les gens de grand talent sont morts trop tôt. Et Oui. je ne sais pas ce que c'est, mais c'est triste. J'ai une question. Vous avez parlé d'un enfant mort à l'âge de 3 ans. Qui c'était? Non, alors oui. Alors non, ce que j'ai Fils. dit, c'est que son fils, donc Jacques Bizet, le fils de Georges, est mort alors que Bizet avait 3 ans. Donc Georges Attends, Bizet n'a pas connu son fils, voilà, n'a pas connu son fils longtemps. Il ne l'aura connu que pendant ces 3 années. Jacques. Et Jacques a donc été élevé par sa mère dans un milieu assez, très conservateur en fait. Et bon, d'après ce que j'ai lu, parce qu'il y a des biographes qui ont écrit la vie de Jacques Bizet, je n'ai pas lu des textes complets, j'ai lu des résumés, mais c'est un homme qui a beaucoup souffert, qui a été véritablement étouffé par ce milieu qui était très très conservateur. Voilà. Je ne savais pas que Bizet avait un talent, était un grand pianiste. Et Oui. je trouve que c'est triste qu'il a refusé d'exploiter son talent de pianiste. Parce Tout qu'il à a fait. composé des œuvres pour piano. Oui, alors, mais voilà, donc il a composé alors des œuvres pour piano. En fait, il en a composé, je crois, alors là, je ne voudrais pas m'aventurer, mais il y a environ 80 petites pièces de lui
Mais c'est ça le problème de Bizet, si je puis dire, comme j'ai dit, c'était éparpillé et émietté. Donc il écrivait des petits bouts ici et là. Et alors parfois il les réutilisait dans des opéras, ou alors il commençait des opéras. Il en a commencé 3-4 qu'il n'a jamais terminé. Il avait commencé une 3e symphonie qu'il n'aura jamais achevée. Enfin bref, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été hélas avortées et qui ne se sont pas concrétisées. Mais c'est vrai, ceci dit, que bon, il est mort à 36 ans, alors on ne va pas lui jeter la pierre. C'est sûr que s'il avait vécu jusqu'à plus de 80 ans, comme Saint-Saëns, il serait sans doute revenu, comme le faisaient beaucoup de compositeurs, sur des travaux anciens. Mais bon, hélas, il n'en a pas eu l'opportunité. Ça, c'est tragique. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter un commentaire à cette belle présentation et à cette discussion? Si non, eh bien, je vous propose de vous retrouver le 24 août pour une présentation sur Claude Debussy. L'événement est déjà sur le site internet de l'Alliance française, donc vous pouvez vous y inscrire. Comme d'habitude, demain, je vous enverrai l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui et un lien. Et encore une fois, Eric, merci pour ce travail de recherche. Moi, j'ai tout appris encore ce soir, comme Catherine le disait. Je partais de rien, donc c'est... Oui. Merci Eric. Comme d'habitude, c'était une présentation fantastique. Toujours très intéressant, très bien raconté. Vous êtes un très bon storyteller, raconteur. Merci. Voilà. C'est fascinant, c'est une histoire fascinante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci encore. Au revoir.